Bonjour, je m'appelle Derek Monroe, j'ai 36 ans et je suis lieutenant-colonel dans l'armée américaine. Je mène une vie disciplinée où chaque pas est soigneusement calculé. Mais si vous me demandez où est vraiment mon cœur, je vous parlerai d'une maison perchée sur une colline, dans la banlieue de Virginie. Elle vaut environ 70 millions de dollars, une immense fortune. C'est là que j'ai grandi, où j'ai appris le sens de l'amour, de la responsabilité et de l'intégrité. Cet endroit n'est pas qu'une maison. C'est mon univers, celui où mes parents, Raymond et Barbara Monroe, m'ont inculqué les valeurs que je porte toute ma vie. Mais laissez-moi vous dire que cette histoire ne parle pas que de moi. Elle parle de famille, d'héritage et des leçons qui ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Notre maison familiale est perchée sur une douce colline où d'imposants pins se dressent comme des sentinelles gardant le domaine. La lumière matinale filtre à travers le feuillage, projetant des taches de lumière chatoyantes sur la pelouse, comme si la nature elle-même nous peignait un tableau. La maison, avec ses murs de pierre gris pâle et ses fenêtres majestueuses, n'est pas seulement une merveille architecturale. C'est un symbole de l'amour et du dévouement que mes parents ont bâti. Chaque recoin, chaque pièce, raconte l'histoire de notre famille, des journées ensoleillées que je n'oublierai jamais. Je suis né dans cette maison, élevé dans les bras aimants de mes parents et sous les rires de mon jeune frère, Ethan. Mon père, Raymond Monroe, était un homme grand, aux cheveux poivre et sel, au regard perçant. C'était un homme d'affaires prospère, fondateur d'une société d'investissement renommée en Virginie. Mais ce qui me faisait le respecter, ce n'était pas sa richesse ou sa célébrité. C'était sa façon de vivre. Mon père me disait toujours, Derek, la valeur d'un homme ne se mesure pas à l'argent qu'il a, mais à ce qu'il fait quand personne ne regarde. Ces mots sont gravés dans ma mémoire, me servant de guide pour chacune de mes décisions. Mon père était strict, mais ne manquait jamais d'amour. Je me souviens des matins de week-end où il s'asseyait à la grande table à manger pour lire le journal à travers ses lunettes à monture argentée, tandis qu'Ethan et moi courions dans la maison en faisant semblant d'être des chevaliers combattant des dragons. Il levait les yeux, souriait et nous appelait. Mes deux garçons, venez ici. Racontez-moi ce que vous avez appris aujourd'hui. Et nous nous asseyions pour partager des anecdotes innocentes sur l'école, les enfants du quartier ou les fois où nous étions tombés en grimpant aux arbres. Il écoutait toujours, ne nous interrompait jamais, et terminait toujours par une petite leçon. Souviens-toi de Derek, Ethan, disait-il, un homme doit assumer ses actes. Peu importe la difficulté, fais toujours ce qui est juste. Ma mère, Barbara, était le cœur de notre famille. Elle avait un sourire doux, des yeux brillants comme le clair de lune et une voix chaleureuse qui pouvait apaiser n'importe quel chagrin. Si mon père m'a appris la responsabilité et l'intégrité, ma mère m'a appris l'amour et l'altruisme. C'était une femme intelligente, une ancienne professeure de littérature qui consacrait tout son temps à notre famille. Chaque soir, elle s'asseyait près de la cheminée pour nous raconter des contes de fées ou lire de la poésie. Je me souviens encore de sa voix apaisante comme une rivière tandis qu'elle récitait des vers de Whitman ou de Frost. Derek, mon garçon, disait-elle en me serrant la main. Straight ne signifie pas être dur. Un homme véritable sait aimer et pardonner. Ma mère avait le don de rendre chaque chose spéciale. Chaque année, pour l'anniversaire de Mayer et Ethan, elle préparait un grand gâteau à la crème, le décorant de fleurs en sucre délicatement confectionné par ses soins. Je me souviens du doux parfum des biscuits qui cuisaient dans la cuisine, de son doux fredonnement et de la façon dont elle nous serrait dans ses bras comme si rien au monde n'avait plus d'importance que la famille. Vous êtes mes plus grands trésors, disait-elle, et j'y croyais de tout mon cœur. Ethan, mon petit frère, a 9 ans de moins que moi. Il est différent de moi sur bien des points. J'adorais courir partout, grimper aux arbres ou jouer au ballon avec les enfants du quartier, tandis qu'Ethan préférait rester seul avec son carnet de croquis, à dessiner la forêt derrière notre maison ou les oiseaux qui volaient dans le ciel. Il était sensible, vulnérable, mais avait une résilience que j'ai toujours admirée. Ethan n'était jamais du genre à chercher la bagarre, mais il défendait toujours ses convictions. Je me souviens qu'un jour, alors qu'il n'avait que 7 ans, un enfant plus grand que lui du quartier s'est moqué de lui parce qu'il aimait dessiner. Ethan est resté planté là, son crayon serré, et a dit « Je n'ai pas besoin de me battre pour prouver que j'ai raison ». J'étais fier de lui, même si, à l'époque, je me contentais de rire et de lui ébouriffer les cheveux. Nous avons grandi entourés d'amour, mais aussi sous une direction stricte. Mes parents ne nous ont jamais laissé devenir arrogants, malgré notre éducation privilégiée. On vit dans une belle maison, mais ne la laisse pas te définir. Mon père disait, l'argent peut acheter une maison, mais seulement.
l'amour et l'intégrité construisent une famille. Le manoir, avec ses longs couloirs, ses tableaux anciens aux murs et le jardin fleuri que ma mère entretenait, était plus qu'une maison. C'était un symbole de l'héritage de notre famille, des valeurs que mes parents voulaient nous transmettre. L'un de mes plus beaux souvenirs est celui des soirées familiales dans la grande salle à manger. La table en chêne était recouverte d'une nappe de soie blanche et chargée de plats que ma mère préparait elle-même, du roast beef, de la purée de pommes de terre et du pain chaud. Mon père levait un verre de vin, les yeux brillants de fierté, et parlait de la tradition familiale. « Voici notre héritage », disait-il, sa voix profonde et chaleureuse résonnant dans la pièce. Pas la maison, pas l'argent, mais l'amour, l'intégrité et la responsabilité. Vous, les garçons, devez le préserver quoi qu'il arrive. Ethan et moi hochions la tête, même si, à l'époque, je ne saisissais pas pleinement le poids de ses paroles. Je savais seulement qu'assis autour de cette table, avec le rire de ma mère, la voix ferme mais chaleureuse de mon père et les yeux pétillants d'Ethan, je me sentais en sécurité. C'était comme si rien au monde ne le monde pourrait briser notre famille. En grandissant, j'ai commencé à comprendre mes responsabilités. Mon père m'emmenait souvent dans son bureau où les étagères étaient remplies de livres d'histoire et de philosophie. Il me parlait de grands hommes qui ont défendu la justice pour leur famille. « Derek, disait-il, un jour tu devras protéger ce qui compte. Pas avec tes poings, mais avec ton cœur et ton esprit. » J'ai hoché la tête, sans vraiment comprendre, mais son regard, sévère, plein d'espoir, m'a donné envie de devenir un homme dont il pourrait être fier. Ce sont les profondes leçons de mes parents qui ont façonné qui je suis. Lorsque j'ai décidé d'entrer à l'Académie militaire des États-Unis, mon père m'a regardé avec fierté. « Mon fils, tu choisis un chemin difficile, mais je crois en toi. » Ma mère, bien qu'inquiète, a souri. « Prends ton cœur avec toi, Derek. Ne laisse pas l'armée l'endurcir. » Je l'ai serré fort dans mes bras, lui promettant de ne jamais oublier ses enseignements. Mais je n'aurais jamais imaginé que quelques années plus tard, cette promesse serait mise à l'épreuve par des pertes et des fractures que je n'aurais jamais pu prévoir. Le manoir, autrefois symbole d'amour et l'unité, est progressivement devenu un champ de bataille où j'ai dû me battre pour protéger ce qui restait de ma famille. À 21 ans, plongé dans les journées exténuantes de l'académie militaire, un appel téléphonique a bouleversé mon monde. J'étais sur le terrain d'entraînement, trempé de sueur après une séance intense, lorsque le commandant m'a convoqué au bureau. « Monroe, appel urgent de ta famille. » Mon cœur battait fort, non pas d'épuisement, mais d'un pressentiment accablant. J'ai décroché le combiné et la voix d'Ethan est arrivée, tremblante et étranglée par les sanglots. « Derek, maman est partie. » Le monde s'est effondré sous mes pieds. Debout dans cette petite pièce froide au mur d'un blanc immaculé, je sentais l'air me manquer. « Que as-tu dit ? » « Maman, comment ?» ai-je demandé, la voix brisée, même si je savais qu'Ethan ne mentait pas. Il a pleuré, ses sanglots se mêlant à des mots fragmentés. Un accident de voiture, un camion qui a perdu le contrôle, et maman, la femme qui a toujours été le phare de notre famille, est partie à jamais. J'ai immédiatement demandé un congé et pris le premier vol pour la Virginie. À l'atterrissage, je n'étais plus Derek Monroe, le jeune homme ambitieux de l'académie militaire. J'étais juste un fils qui avait perdu sa mère, désemparé et brisé. La maison, autrefois vibrante du rire de maman, était maintenant plongée dans un silence terrifiant. Je suis entré dans le salon où la lumière des grandes fenêtres semblait plus faible que jamais. Ethan a couru vers moi, m'enlaçant de ses bras, ses larmes trempant ma chemise. « Derek, maman ne revient pas, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé d'une voix brisée. Je ne pouvais pas répondre, je me suis contenté de le serrer fort, essayant de ne pas m'effondrer. Mon père était assis dans le grand fauteuil où il lisait le journal du matin. Mais cette fois, il n'avait pas de journal dans les mains. Ses yeux étaient rouges, ses mains serrant le mouchoir de soie de maman, celui qu'elle portait toujours. J'aurais voulu le serrer dans mes bras, lui dire quelque chose pour apaiser sa douleur, mais je suis restée plantée là, impuissante. Il m'a regardé et ses yeux n'étaient plus ceux de l'homme fort que j'admirais. Ils étaient vides, comme si une partie de son âme avait quitté maman. Les funérailles de maman ont eu lieu une semaine plus tard, par une journée maussade et pluvieuse. Famille, amis et collègues de papa étaient réunis à la petite église près du manoir. Debout près du cercueil, je contemplais le visage serein de maman, le cœur serré. Ethan me tenait la main, tremblant, tandis que papa se tenait dans un coin, silencieux, comme s'il ne voulait pas que quiconque voie sa douleur. J'avais envie de crier, de demander pourquoi c'était arrivé.
Mais je suis restée silencieuse, sachant qu'aucun mot ne pourrait la ramener. Dans les mois qui ont suivi, le manoir m'a semblé étranger. Les rires avaient disparu, remplacés par un silence pesant. Papa s'est plongé dans le travail, souvent absent, comme si seul le travail pouvait l'aider à oublier la douleur. Ethan, 12 ans seulement, s'est renfermé. Il a cessé de dessiner la forêt ou le ciel. Il s'est assis seul dans sa chambre, serrant contre lui l'écharpe en laine que maman lui avait tricotée. J'essayais d'être là pour Ethan dès que possible, mais mes études et mon entraînement à l'académie me limitaient aux appels téléphoniques et aux visites le week-end. Derek, tu crois que maman nous surveille, m'a demandé Ethan un jour au téléphone, d'une voix toute petite, comme s'il craignait d'être entendu. J'ai avalé ma salive, essayant de garder le cap. Maman est toujours là, Ethan, dans nos cœurs. Mais même en prononçant ces mots, il me semblait insuffisant. Rien ne pouvait combler le vide que maman laissait derrière elle. 2 ans après le décès de maman, j'ai obtenu mon diplôme de l'académie militaire et j'ai commencé ma carrière dans l'armée. Ma vie s'est transformée en longues journées d'entraînement et de missions exigeant une concentration absolue. Mais chaque fois que je retournais au manoir, je ressentais ce vide. Papa continuait à travailler sans relâche, mais il semblait plus distant. Les dîners de famille où nous rions autrefois n'étaient plus que des souvenirs. Ethan avait grandi, mais il portait en lui une tristesse que je ne pouvais effacer. Puis un jour, de retour d'un stage d'entraînement, papa m'a appelé dans son bureau. Il était assis derrière son grand bureau, le regard mêlé de nervosité et d'appréhension. Chose rare chez un homme aussi sûr de lui. « Derek, dit-il à voix basse. Il faut que je te dise quelque chose. Je vais me remarier. » J'étais abasourdi, comme si on m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Remarier ? L'homme qui disait que maman était l'amour de sa vie voulait maintenant la remplacer. J'essayais de garder mon calme, mais la colère et la douleur m'envahissaient. Remarier avec qui ? Demandai-je d'une voix plus froide que je ne le voulais. Elle s'appelait Vivant, dit-il. Une femme rencontrée au travail, quelqu'un qui le comprenait et qui lui apportait la lumière après des années d'obscurité. J'aurais voulu crier que personne ne pouvait remplacer maman, mais je me contentais d'acquiescer en voyant le regard de papa. Non pas celui d'un homme amoureux, mais celui de quelqu'un qui cherche à combler un vide. Vivant entra dans nos vies comme une brise étrange. Elle était belle, avec ses cheveux blonds brillants et son sourire parfait, mais quelque chose dans son regard me fit douter d'elle. Elle était accompagnée de sa fille, Holly, qui avait 14 ans, le même âge qu'Ethan. Holly avait le visage de sa mère, mais une personnalité acerbe et sarcastique. Lors de notre première rencontre, Vivien m'a serré dans ses bras et m'a dit avec douceur qu'elle voulait faire partie de la famille. « Derek, j'ai tellement entendu parler de toi. J'espère que nous serons proches. » Sa voix était mielleuse, mais je ressentais une fausseté étouffante chaque fois que j'étais près d'elle. Holly était différente. Elle regardait Ethan comme s'il était un intrus dans la maison où nous avions grandi. « Cette maison est immense, » dit-elle avec un sourire narquois tandis que nous lui montrions le jardin. « Mais ça doit être tellement ennuyeux, pas vrai, Ethan ?» Je vis Ethan baisser la tête en silence, et je dus me retenir de dire quelque chose sur le champ. Vivien et Holly emménagèrent dans la maison peu après. Papa organisa un petit mariage, n'invitant que quelques amis proches et collègues. Je restais là, dans mon uniforme militaire, essayant de sourire pour papa, mais j'avais le cœur lourd. Ethan, en costume serré, me serrait la main comme s'il s'accrochait à quelque chose de familier. « Derek, est-ce que tout ira bien ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Je lui serrai la main. « Tout ira bien, petit frère. » Promis. Mais j'avais tort. L'arrivée de Vivant et Holly marqua la première fissure dans notre famille. Vivant prit rapidement possession du manoir, transformant tout à son goût. Les rosiers de maman dans le jardin furent remplacés par des fleurs exotiques qu'elle préférait. Les tableaux que maman avait accrochés au mur furent retirés, remplacés par de l'art moderne. Je ne comprenais pas. J'essayais d'accepter pour papa, mais chaque changement me semblait comme un coup de couteau dans mes souvenirs de maman. Ethan était celui qui souffrait le plus. Il commença à me raconter les railleries de Holly, le traitant de gamin faible ou d'étranger. Une fois, au téléphone, il pleura. Holly me vola le dessin que j'avais fait pour maman Derek. Elle le déchira devant moi et éclata de rire. Vivant me dit de ne pas en faire tout un plat. Mon sang bouillonnait. Ce dessin de la forêt qu'Ethan avait fait pour maman pour Thanksgiving était son plus beau souvenir d'elle. J'ai demandé un congé et je suis rentré immédiatement.
Ce soir-là, dans le salon, j'ai confronté Vivant et Oli. Si jamais vous touchez à nouveau à Ethan, je ne vous laisserai pas faire, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Vivien a souri, ce sourire faux que je méprisais. Derek, tu as mal compris. On est une famille. Oli se tenait derrière sa mère, un sourire narquois comme pour me mettre au défi. Papa se tenait dans un coin de la pièce, silencieux. Je l'ai regardé, espérant qu'il dirait quelque chose, qu'il défendrait Ethan comme il nous avait protégés autrefois. Mais il a simplement baissé la tête, évitant le conflit. À cet instant, j'ai senti une profonde fissure dans ma relation avec lui. La loyauté que je lui portais a commencé à vaciller. Je ne pouvais pas laisser Ethan dans cet environnement toxique. Il était trop sensible, trop vulnérable pour affronter la cruauté de Vivant et Oli. J'ai commencé à chercher une solution, un moyen de sortir Ethan de ce manoir empoisonné. J'ai finalement trouvé un pensionnat prestigieux dans le Massachusetts où il pourrait étudier et vivre en sécurité. J'ai utilisé mes économies pour payer les frais de scolarité, même si cela impliquait de me serrer la ceinture pendant des mois. Le jour où j'ai emmené Ethan à l'école, il se tenait devant le portail du manoir, serrant contre lui un sac à dos rempli de souvenirs de maman. « Derek, je ne veux pas quitter la maison, » a-t-il dit, les yeux rouges. « Mais je ne veux pas non plus rester ici avec eux. » Je me suis agenouillé et les regardé droit dans les yeux. « Petit frère, ce n'est pas quitter la maison. La maison, c'est là où nous sommes, toi et moi. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. » Papa se tenait devant le portail et nous regardait partir. « Derek, que fais-tu » a-t-il demandé, la voix pleine de douleur. « C'est la maison d'Ethan. Notre maison. » Je me suis retourné, le cœur lourd. « Non, morte. Ce n'est plus notre maison. » J'ai pris la main d'Ethan, je suis monté dans la voiture et je suis parti sans me retourner. La demeure, autrefois symbole de l'amour de notre famille, n'était plus que cendre. Je savais avoir bien fait de protéger Ethan, mais au fond de moi, je ne pouvais effacer la douleur. Mon père, l'homme que j'admirais autrefois, me semblait désormais plus distant que jamais. Et moi, Derek Monroe, je me trouvais à la croisée des chemins entre loyauté et souffrance, me demandant si notre famille pourrait un jour se reconstruire. Les années qui ont suivi, après le départ d'Ethan pour le pensionnat, je me suis remise au travail. L'armée m'a apporté la stabilité, où les leçons de discipline et de loyauté de mon père résonnaient à chacun de mes pas. J'ai progressé rapidement, remportant plusieurs distinctions et médailles. Mais chaque fois que je recevais une médaille ou un éloge, je pensais à papa, à son regard fier. Après avoir obtenu mon diplôme de l'académie militaire, j'ai voulu l'appeler pour lui annoncer la nouvelle, mais chaque fois que je décrochais, j'hésitais. La distance entre nous, même si elle n'était pas de plusieurs milliers de kilomètres, me semblait plus profonde que n'importe quel océan. Ethan, aujourd'hui adolescent de 18 ans, m'appelait de temps en temps depuis l'internat. Sa voix était moins tremblante, mais je percevais encore la tristesse dans chaque mot. « Derek, la maison me manque », m'a-t-il dit tard le soir, au téléphone. Pas le manoir, mais notre famille, comme avant. J'ai dégluti difficilement, essayant de garder une voix calme. Moi aussi, petit frère. Mais ne t'inquiète pas trop. Je serai toujours là pour toi. J'ai essayé de reprendre contact avec papa, mais chaque appel était bref et gênant. Vivant était toujours là, s'immisçant dans nos conversations de sa voix douce mais tranchante. Derek, ton père est très occupé, mais il est si fier de toi, disait-elle. Je sentais sa présence dresser un mur invisible entre papa et moi. Puis, par un jour de tempête, alors que j'avais 31 ans, alors lieutenant-colonel avec une charge de travail exigeante, Ethan m'a appelé. Sa voix était paniquée. Derek, papa est malade. Vraiment malade. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui te l'a dit? Demandai-je en essayant de garder mon calme. Ethan m'expliqua qu'un ami de papa, Monsieur Thompson, l'avait contacté. Mon père, Raymond Monroe, l'homme autrefois robuste comme une montagne, était maintenant alité, atteint d'une maladie incurable, un cancer du foie en phase terminale. J'ai immédiatement demandé un congé malgré mon emploi du temps militaire chargé. Lorsque l'avion atterrit en Virginie, je n'étais plus le lieutenant-colonel Derek Monroe. J'étais juste un fils, impatient de revoir son père, de réparer les blessures que j'avais trop longtemps laissées derrière moi. Mais à mon arrivée au manoir, le grand portail en fer était verrouillé, et la personne qui m'accueillit n'était autre que Vivant. Elle se tenait à l'entrée,
vêtue d'une robe de soie coûteuse, son faux sourire toujours intact. Derrière elle se tenaient 2 gardes de sécurité costauds, imposants comme des statues de pierre. « Derek, tu es là. Ton père, il est très faible, il ne voit personne, dit-elle. J'essayais de garder mon calme, mais la colère monta en moi. Je suis son fils. Je veux voir mon père. Vivien secoua la tête, son ton faussement compatissant mais autoritaire. Le médecin a dit qu'il avait besoin de repos. Veuillez comprendre. J'aurais voulu la dépasser pour courir dans la chambre de papa, mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses. Je restais là, sous le coucher de soleil rougeoyant, le sang bouillonnant. Les gardes me fixaient d'un regard impassible, les bras croisés, prêts à agir si je franchissais les limites. Je serrais les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes jusqu'à me piquer. Mais je ne pouvais pas laisser Vivant gagner. Je ne pouvais pas la laisser couper le dernier fil entre mon père et moi. Prenant une profonde inspiration, je m'efforçais de garder une voix posée, même si chaque mot semblait arraché à ma poitrine. Vivien, tu n'as pas le droit de m'arrêter. Mon père est là, et je le verrai, que tu le veuilles ou non. Elle pencha la tête, son sourire inébranlable, mais je vis une lueur froide briller dans ses yeux. Derek, tu es trop émotif. Rentre chez toi et je t'appellerai quand ton père ira mieux. Ces mots furent comme une gifle, douce mais tranchante, comme si j'étais un étranger. Pas le fils de l'homme alité dans cette même maison. Je reculai d'un pas, non par peur, mais parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je n'étais plus un garçon impulsif. J'étais un lieutenant-colonel entraîné à garder son calme dans les situations les plus intenses. Mais ce n'était pas un champ de bataille. C'était ma famille, et cela rendait les choses infiniment plus difficiles. Je regardai Vivant, puis l'imposant portail en fer derrière elle, menant au manoir. La maison qui était autrefois mon sanctuaire, devenue une forteresse impénétrable. Tu vas le regretter, dis-je d'une voix basse mais ferme, puis je me retournai et retournai à ma voiture. Assis dans la voiture, j'agrippai le volant, le souffle court. Je ne pouvais pas laisser Vivant tout contrôler. Mon père était là, fragile, ayant peut-être plus que jamais besoin de moi. Je repensais à ses yeux fiers lorsque j'obtiendrai mon diplôme de l'académie militaire. Ces mots, un homme doit défendre ce qui compte. Et papa, plus que quiconque, comptait désormais pour moi. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro d'urgence de la police locale. Une voix féminine, calme et professionnelle, a répondu, « Police du comté de Fairfax, comment pouvons-nous vous aider ?» J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder une voix calme. Je m'appelle Derek Monroe. Je suis au manoir familial, 1427 Oakwood Road, Virginie. Mon père est gravement malade et la femme qui est présente, et non ma mère, m'empêche de le voir. Je suis son fils et je dois entrer. L'agent a posé quelques questions et j'ai répondu, concis mais clair. On envoie une unité immédiatement, a-t-elle dit. J'ai raccroché, sentant un peu le poids se lever, mais la tension était toujours présente. J'étais assis dans la voiture, les yeux rivés sur le portail, à attendre. 15 minutes plus tard, une voiture de patrouille est arrivée, ses gyrophares bleus et rouges clignotant dans le crépuscule. 2 agents sortirent, un homme d'âge mûr au visage sévère et une femme plus jeune tenant un bloc-notes. Je sortis de la voiture, me présentai et expliquai brièvement la situation. L'agent hocha la tête en jetant un coup d'œil au portail. On va lui parler. Restez calme. Ils sonnèrent et, au bout de quelques minutes, Vivien apparut, toujours dans sa robe de soie, le sourire encore plus artificiel. Oh, agent, que se passe-t-il, demanda-t-elle d'une voix douce. Je me tenais derrière les agents, sentant ma colère monter à nouveau. On nous a signalé que M. Monroe est empêché de voir son père, dit l'agent d'un ton calme mais ferme. C'est le fils du propriétaire, et il a le droit d'entrer. Vivant cligna des yeux, surprise. Oh là là, c'est un malentendu. Derek, je ne t'en empêchais pas. Ton père est juste très faible, et je le protégeais. Elle se tourna vers moi, son sourire s'élargit, mais son regard était glacial. Si tu veux entrer, bien sûr. Je veille seulement sur ton père. Je serrai les dents, sachant qu'elle jouait la comédie, mais je ne dis rien, me contentant d'un signe de tête adressé aux agents. Je veux entrer maintenant. Vivant ouvrit la grille et nous conduisit à l'intérieur. Les 2 gardes reculèrent, mais me fixèrent du regard, comme si j'étais une menace. À l'intérieur du manoir, tout était aussi grandiose que jamais.
Mais ce n'était plus ma maison. Les tableaux de maman avaient disparu, entièrement remplacés. Le parfum des roses du jardin était absent, envahi par le parfum envoûtant de Vivant. Elle nous conduisit, les agents et moi, à l'étage, dans la chambre principale où papa était allongé. Les agents restèrent devant la porte lorsque j'entrai, le cœur battant. Papa était allongé dans son lit, si fragile que je le reconnaissais à peine. Sa peau était pâle, ses yeux troubles, et des tubes médicaux enroulés autour de lui comme des chaînes. Je m'agenouillai près du lit, lui prenant la main, sentant la faible chaleur de ses doigts fins. « Papa, c'est moi » murmurai-je d'une voix tremblante. Il ouvrit les yeux, me regarda et un léger sourire éclaira ses lèvres. « Derek, mon garçon, dit-il d'une voix grave. Je suis désolé pour tout. J'aurais voulu en dire plus, lui demander pourquoi il avait laissé Vivant prendre le contrôle, pourquoi il s'était tant éloigné d'Ethan et de moi. Mais je serrai sa main plus fort, les larmes coulant sur mon visage. Je suis là, papa. Je serai toujours là. Vivant se tenait à la porte, observant, et je sentis son regard comme un couteau dans le dos. Les agents, voyant que j'avais été autorisé à entrer, firent un signe de tête à Vivant. On dirait que tout est en ordre, dit l'agent. Appelez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il partirait, lorsque le bruit de la voiture de patrouille s'estompa, le sourire de Vivian disparut. Elle frappa dans ses mains et les deux gardes entrèrent dans la pièce, rapides comme des ombres. Derek, tu as vu ton père. Maintenant, va-t'en, dit-elle d'une voix dénuée de toute douceur. Je me tournai vers elle, essayant de garder mon calme. Tu ne peux pas me chasser de chez moi. Mais avant que je puisse en dire plus, les gardes m'attrapèrent par les bras et me tirèrent hors de la pièce. Je me débattis, mais ils étaient plus forts que je ne le pensais, et je ne voulais pas blesser papa en me battant devant lui. Vivian, tu vas me le payer, criai-je tandis qu'il me tirait dans les escaliers. Elle me suivit. Ses pas étaient légers comme ceux d'un chat, sa voix glaciale. Derek, n'aggrave pas les choses. Ton père a besoin de paix et tu es un sujet de trouble. Ils m'ont poussé dehors et la porte en fer s'est refermée derrière moi. Je suis resté là, sous le ciel qui s'assombrissait, le souffle court. J'avais vu papa, mais seulement quelques minutes fugaces, et Vivien avait fait en sorte que ce soit la dernière. J'ai agrippé mon téléphone, voulant rappeler la police, mais je savais qu'il ne m'aiderait pas davantage. Vivien était trop rusé, trop habile pour dissimuler ses manigances. Mais je ne pouvais pas abandonner. Mon père était toujours là, fragile, et je savais qu'il avait besoin de moi, d'Ethan, ne serait-ce que pour lui tenir la main une dernière fois. Je suis retourné à la base militaire, mais je n'avais plus en tête les missions ni les ordres. Je ne pensais qu'à comment briser le mur que Vivien avait érigé entre mon père et moi. Les jours qui ont suivi ont été une succession d'efforts désespérés. J'ai appelé papa tous les jours, parfois 3 ou 4 fois, mais sans jamais obtenir de réponse. Le téléphone. Le téléphone sonnait, puis tombait sur la messagerie, et la voix mielleuse de Vivien se faisait entendre. Ici la résidence Monroe. Veuillez laisser un message. J'ai laissé des dizaines de messages, ma voix oscillant entre supplication et colère. Vivant, s'il vous plaît, laissez-moi parler à mon père. Je suis son fils. Mais il n'y avait aucune réponse. J'ai essayé d'envoyer des SMS, des messages courts. Papa, c'est Derek. Je veux savoir comment tu vas. Appelle-moi, s'il te plaît. Mais l'écran du téléphone est resté muet, comme si mes mots étaient tombés dans un trou noir. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai écrit des lettres, de longues lettres manuscrites, comme maman le faisait quand elle avait quelque chose d'important à dire. J'ai parlé à papa de mon service militaire, d'Ethan, de l'absence de nos soirées familiales au coin du feu. J'ai écrit que j'étais désolé d'avoir laissé la distance entre nous grandir et que je voulais le revoir, ne serait-ce qu'une dernière fois. J'ai envoyé ces lettres au manoir en espérant qu'elles lui parviendraient. Mais les semaines ont passé sans réponse. J'ai commencé à me demander si papa avait jamais reçu mes lettres ou si Vivien les avait interceptées tout comme elle lui barrait tout accès. J'ai contacté Ethan, qui est maintenant en dernière année de fac, et il m'a rapporté la même chose. Derek, j'ai aussi appelé papa, mais Vivien répond toujours, a-t-il dit, la voix lourde de frustration. Elle dit qu'il dort ou qu'il suit un traitement, mais je ne la crois pas. Elle fait quelque chose, Derek. J'ai entendu la douleur dans la voix d'Ethan, et elle m'a transpercé le cœur comme un couteau. J'aurais voulu le rassurer en lui disant que tout irait bien, mais je ne pouvais pas mentir.
Je trouverai un moyen, Ethan, lui ai-je promis. Mais je ne savais même pas par où commencer. J'ai essayé de contacter les vieux amis de papa, comme Monsieur Thompson, mais Vivant les a eux aussi mis à l'écart. Elle ne laisse personne entrer, Derek, a dit Thompson au téléphone, la voix imprégnée d'impuissance. J'ai essayé de rendre visite à Raymond, mais elle a dit qu'il ne voulait voir personne. Je ne sais pas quoi faire d'autre. La colère m'a envahi, mais plus que ça, je me sentais impuissante. J'étais une lieutenant-colonel entraînée à affronter n'importe quel défi. Pourtant, face à Vivien, je me sentais comme un échec, incapable de protéger mon père qui luttait contre la maladie. Environ un mois plus tard, alors que j'étais à la base pour préparer un briefing, mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le numéro du manoir. Mon cœur s'est emballé, espérant que ce soit papa. Mais lorsque j'ai répondu, la voix froide et posée de Vivien m'a traversé l'esprit, « Derek, je t'appelle pour t'informer. Ton père, Raymond, est décédé ce matin. » Je me suis figé comme si le monde s'était écroulé autour de moi. « Non, ce n'est pas possible », ai-je murmuré, mais Vivien a continué comme si elle lisait un faire-part officiel. Il est parti paisiblement. J'ai fait de mon mieux pour prendre soin de lui. Les funérailles auront lieu ce week-end. Toi et Ethan devriez venir. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit, ni même si j'ai dit quoi que ce soit. Je me souviens seulement du vide, comme si une partie de mon âme avait été arrachée. Papa, l'homme qui m'avait appris l'intégrité et la responsabilité, était parti, et je n'avais pas été là pour ces derniers instants. J'ai immédiatement appelé Ethan, la voix étranglée en lui annonçant la nouvelle. « Derek, pourquoi ? Pourquoi n'avons-nous pas été autorisés à le voir ?» a-t-il demandé, ses sanglots au téléphone me déchirant le cœur. J'ai récupéré Ethan à sa résidence et nous avons pris l'avion pour la Virginie ensemble, préparant les funérailles. En entrant dans la petite église près du manoir, celle-là même où avaient eu lieu les funérailles de maman, j'ai eu l'impression de revivre un cauchemar. Une foule s'était rassemblée, les vieux amis de papa, des collègues et des visages inconnus, tous venus lui dire au revoir. Vivant et Holly se tenaient au centre, jouant les rôles de l'épouse et de la fille en deuil. Vivant portait une élégante robe noire, les larmes aux yeux, mais son regard était froid, comme si elle exécutait un numéro méticuleusement répété. Holly se tenait à côté d'elle, la tête baissée, mais je l'ai surprise à me regarder, un léger sourire narquois éclairant son visage. Ethan et moi étions dans un coin, main dans la main, essayant de rester forts. J'ai regardé le cercueil où papa gisait et j'ai senti le regret me serrer la poitrine. Je n'avais pas fait assez pour briser le mur de Vivant. Je n'avais pas été là quand il avait le plus besoin de moi. Ethan m'a serré la main, des larmes coulant silencieusement. « Derek, papa nous pardonnera-t-il » a-t-il demandé d'une voix tremblante. Je l'ai serré dans mes bras en murmurant, « Papa nous a toujours aimés, Ethan. Rien ne changera jamais ça. » Après les funérailles, Ethan et moi avons décidé de retourner au manoir. Nous n'attendions pas grand-chose, juste récupérer quelques souvenirs de papa, peut-être sa montre-bracelet préférée ou le carnet où il notait ses pensées pour maman. C'était une façon de le garder près de nous, de sentir qu'il veillait toujours sur nous. Mais à notre arrivée, le grand portail en fer était verrouillé, et Vivien se tenait à l'entrée, Holly à ses côtés, tous deux comme les gardiens d'une forteresse. « Derek, Ethan, » a dit Vivien d'une voix douce mais tranchante. « Je suis vraiment désolé pour ton père, mais tu ne peux pas entrer. » J'étais abasourdi, comme si on m'avait giflé. « C'est notre maison, » ai-je dit en essayant de garder une voix calme. « On veut juste prendre quelques souvenirs de papa. » Vivien secoua la tête, son sourire faux revenant. « Cette maison nous appartient maintenant, à Holly et moi. Raymond avait fait un testament avant de mourir, nous léguant tous ses biens, y compris le manoir. Si tu veux le contester, parlant à mon avocate. » Elle m'a tendu un papier. Signé par papa, déclarant que le manoir de 70 millions de dollars et tout ce qu'il contenait lui appartenait désormais, à elle et à Holly. Ethan m'a serré la main, tremblant. « Derek, papa ne ferait pas ça, » a-t-il murmuré, les yeux rouges. Il nous aimait. Il ne ferait pas ça. Je l'ai regardé, le cœur brisé. J'avais envie d'enfoncer le portail, d'entrer en trombe, de crier que c'était notre maison, l'héritage de nos parents. Mais les yeux de Vivien, froids, confiants, m'ont dit qu'elle savait qu'elle avait gagné. « Vivien, dis-je, ma voix ferme, tu peux garder cette maison, mais tu ne peux pas prendre ce que nos parents nous ont quitté. Je trouverai la vérité.
Elle sourit seulement, ne disant rien et signala aux deux gardes derrière elle. Ils ne nous ont pas touchés, mais leur présence a été un avertissement clair. J'ai pris la main d'Ethan, le tirant vers la voiture. Allez, petit frère. Nous trouverons un moyen. Alors que la voiture s'éloignait du manoir, un feu s'est allumé dans ma poitrine. Vivant et Holly pourraient penser qu'ils avaient gagné, mais j'étais Derek Monroe, fils de Raymond et Barbara Monroe, élevé pour me battre pour ce qui est juste. Le manoir n'était pas seulement une propriété. C'était un symbole de l'amour et de l'héritage que mes parents avaient construit avec leur vie. Je ne laisserai pas les intrigues voler ça. J'ai jeté un coup d'œil à Ethan, voyant à la fois le chagrin et la détermination dans ses yeux, et je savais que nous nous battions pour la justice ensemble, peu importe le coût. J'ai conduit Ethan dans mon petit appartement à la périphérie de Virginie, où je suis resté en service à la base. Il s'assit sur le canapé, serrant le sac à dos contenant les quelques souvenirs de maman, ses yeux vacants. « Derek, papa a-t-il vraiment fait ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Je me suis agenouillé devant lui, plaçant une main sur son épaule. « Ethan, je ne le crois pas, papa nous aimait. Il ne ferait pas ça. Je vais découvrir ce qui se passe. » J'ai commencé par contacter Monsieur Thompson, l'ami proche de papa, le seul à avoir essayé de m'avoir averti de vivant. J'ai appelé et il a accepté de me rencontrer dans un café familier au centre-ville. À mon arrivée, Thompson était assis dans un coin, son visage âgé gravé avec inquiétude. « Derek, j'ai essayé de te le dire, commença-t-il sa voix bas. Vivant contrôlait tout une fois que Raymond est tombé malade. Je ne lui fais pas confiance, mais je n'ai aucune preuve. Je lui ai parlé de la volonté que Vivien a présentée. Comment elle a affirmé que le manoir lui appartenait et Holly. Thompson secoua la tête, ses yeux clignotant d'indignation. Raymond ne ferait pas ça. Vous savez à quel point il vous aimait les garçons. Cette maison est l'héritage de votre famille, pas celle de Vivien. Il s'arrêta, puis continua sa voix plus silencieuse. Il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer. L'ancien avocat de votre père, Harold Grayson. Il sait tout sur la succession de Raymond. Si quelqu'un connaît la vérité sur la volonté, c'est lui. J'ai retrouvé le bureau de Harold Grayson, un avocat chevronné qui travaillait pour papa depuis que je suis enfant. Son bureau était dans un immeuble ancien mais élégant du centre-ville de Virginie, rempli d'étagères en bois remplis de fichiers et de l'odeur du papier vieilli. Grayson, un homme dans la soixantaine avec des cheveux argentés, m'a accueilli avec un look chaleureux mais inquiet. « Derek, je suis vraiment désolé pour ton père, dit-il, faisant signe à moi de m'asseoir. Je voulais te tendre la main, mais Vivien, elle a rendu les choses difficiles. J'ai expliqué que Vivien nous a montré comment elle a verrouillé le manoir et l'a revendiqué comme le sien et Holly. Raymond comme je me suis connu. Pilonné. Duès quand Raymond n'était plus lucide. Vivien était présent à toutes ces dernières réunions avec d'autres avocats et j'ai été exclu. C'est très inhabituel. J'ai ressenti une étincelle d'espoir, mais aussi une vague de colère. Si Grayson avait raison, Vivant ne m'avait pas seulement tenu de papa, elle l'avait manipulé dans ces derniers jours. J'ai serré mes poings, essayant de rester calme. Comment prouvons-nous cela? J'ai demandé. Grayson. Ce ne sera pas facile, Derek. Nous avons besoin de preuves. Les enregistrements de confiance originaux ou tout document montrant les véritables intentions de Raymond. Vivant et prudent, mais elle n'est pas parfaite. Je vais commencer à enquêter de mon côté, mais vous devez également recueillir des informations. Parlez à quiconque proche de votre père dans ces derniers mois. J'ai laissé le bureau de Grayson avec un mélange d'espoir et de détermination. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'ai été formé pour faire face à des défis difficiles. N'abandonnez jamais. J'ai appelé Ethan en lui parlant de la confiance et des doutes sur la volonté. Derek, si papa faisait ça pour nous, Vivien, a-t-il dit, sa voix se remplit d'excitation. Nous devons faire quelque chose. J'ai souri à travers le téléphone, en entendant sa détermination. Nous nous battrons, petit frère, ensemble. J'ai commencé mon enquête. Tout d'abord, j'ai contacté des gens qui avaient travaillé pour papa, son secrétaire conducteur et l'ancienne femme de ménage du manoir, Clara, qui avait démissionné peu de temps après l'emménagement. Clara a accepté de me rencontrer dans un petit parc près de chez elle. Quand je suis arrivé, elle m'a serré. Ses yeux lisent. Derek, je suis vraiment désolé pour ton père. Raymond était un homme bon. Je voulais te le dire plus tôt, mais Vivien.
Clara a révélé que dans les derniers mois de papa, Vivant contrôlait tout dans le manoir. Elle a licencié la plupart des anciens employés, les remplaçant par des gens fidèles à elle. J'ai entendu vivre une fois au téléphone, chuchota Clara, jetant un coup d'œil comme si elle avait peur d'être regardée. Elle a mentionné un nouvel avocat, pas Grayson, et quelque chose sur les documents gérés. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle planifiait quelque chose. Les paroles de Clara étaient une pièce du puzzle que j'essayais d'assembler. Je l'ai remerciée, promettant de rester en contact et j'ai poursuivi ma recherche. J'ai contacté des médecins qui avaient traité papa, mais ils ont refusé de partager des informations, citant la vie privée des patients. Cependant, une ancienne infirmière qui avait pris soin de lui à l'hôpital a accepté de parler au téléphone. Le lieutenant-colonel Monroe, dit-elle, la voix basse. Je ne devrais pas dire cela, mais Vivant était toujours là quand Raymond a signé des papiers. Une fois qu'il avait l'air si faible, comme s'il ne savait pas ce qu'il signait. La coercition, a déclaré Grayson. Cunin pour cacher ses actions. Confrontez-la directement. Nous sommes retournés au manoir, non pour mendier, mais pour exiger la volonté originale. À notre arrivée, Holly a ouvert la porte, les yeux pleins de défi. Que voulez-vous maintenant? Demanda-t-elle en souriant. Maman l'a déjà dit clairement. Cette maison est la nôtre. Nous voulons voir le testament, dis-je fermement. L'original, pas une copie. Holly se moqua, appelant à sa mère. Vivien est apparu, son faux sourire intact. Derek, Ethan, vous les garçons êtes persistants. Le testament a été juridiquement reconnu. Vous n'avez pas l'occasion. Je m'avançai, la regardant dans les yeux. Vivien, vous connaissez la vérité. Mon père ne nous abandonnerait jamais. Si vous êtes si confiant, montrez-nous la volonté originale. Ou avez-vous peur que je ne sache que je veux que vous vouliez rapidement? Jeu juridique? Très bien, parlez à mon avocat. Elle se retourna dans la maison, claquant la porte, laissant Ethan et moi à la porte. Mais je n'ai pas été découragé. Je savais qu'elle cachait quelque chose et je découvrirais ce que c'était. La bataille juridique a officiellement commencé. Monsieur Grayson a déposé une requête auprès du tribunal exigeant un examen de la volonté que Vivien a présentée. Il a également soumis des preuves de la fiducie que papa avait établie, bien que nous n'ayons toujours pas localisé l'original. Vivien et Holly, soutenus par leur avocat, Whittaker, ont riposté férocement. Ils ont embauché des experts pour faire valoir que papa avait créé volontairement le Nouveau Testament et que la fiducie n'était qu'un projet incomplet. Les audiences du tribunal étaient exténuantes. Vivant est apparu dans des robes chères, jouant le rôle d'une filiale, tandis que Holly était assis à côté d'elle, fignant des larmes. Ethan et moi, avec le soutien de Grayson, avons tenu notre terrain. Mais chaque session était une bataille mentale. Parfois, j'avais l'impression de combattre un serpent venimeux. Plus vous lui coupez la tête, plus il retentit. Puis un tournant est venu. Un matin, Grayson m'a appelé dans son bureau, sa voix débordant d'excitation. « Derek, nous l'avons trouvé », a-t-il dit, me remettant un petit entraînement USB. Quelqu'un de la société de votre père a gardé une sauvegarde de la confiance dans le système interne. Il a vérifié la signature numérique de Raymond par un notaire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et examiné le document sur l'USB. C'était la confiance, claire et détaillée, déclarant que le manoir et la plupart des actifs iraient à Ethan et à moi, avec une petite portion laissée à Vivant pour s'assurer qu'elle n'était pas dépourvue. La signature de papa ainsi que la date étaient une preuve indéniable. C'est la vérité, dis-je, ma voix tremblant d'émotion. Papa ne nous a jamais abandonnés. L'audience finale a eu lieu un mois plus tard. Avec la fiducie comme preuve, Grayson a exposé la contrefaçon de la volonté de Vivant. Whittaker a tenté de contrer, mais ses arguments s'effondraient contre le document authentifié. Le juge a statué que le testament de Vivien n'était pas valide et la fiducie représentait les souhaits finaux de papa. Le manoir, ainsi que la majeure partie du domaine, ont été retournés à Ethan et à moi. Lorsque le verdict a été annoncé, Vivien et Holly se sont assis en silence, leur visage pâle. J'ai regardé Vivien, non avec un triomphe, mais avec un mélange de soulagement et de douleur. Tu as perdu, Vivien, dis-je, ma voix basse. Mais ce que je regrette le plus, c'est que tu as volé mes derniers moments avec mon père. Vivien n'a pas répondu, s'est seulement soutenu et a sorti Holly de la salle d'audience. Ethan et moi nous tenions là, se tenant la main, sentant que la justice avait finalement été rendue. Le manoir,
le symbole de l'amour et de l'héritage de notre famille, était à nouveau le nôtre. Après le procès, Ethan et moi sommes retournés au manoir. En parcourant la porte de fer, j'avais l'impression de rentrer à la maison après un long voyage. Nous avons parcouru le jardin où les roses de maman ont une fois fleuri et dans le salon où les souvenirs de nos parents résonnaient encore. J'ai trouvé la montre de papa toujours dans son tiroir de bureau. Ethan a trouvé le cahier rempli de l'écriture minutieuse de papa sur maman. Derek, dit Ethan, sa voix s'étouffa. Nous l'avons fait. Maman et papa seraient fiers. Je l'ai serré dans ses bras, des larmes coulant sur mon visage. Oui, petit frère. Nous avons conservé leur héritage. Ethan et moi avons décidé de ne pas vivre dans le manoir. C'était trop grand, trop rempli de souvenirs douloureux. Au lieu de cela, nous l'avons transformé en centre communautaire, organisant des programmes de bienfaisance et enseignant aux enfants l'art et la littérature, les choses que maman aimait. C'était notre façon d'honorer nos parents, de garder leur héritage en vie pour toujours. Ce voyage m'a appris que la famille ne concerne pas seulement le sang, mais sur l'amour, la loyauté et le combat pour ce qui est bien. Moi, Derek Monroe, j'ai appris à équilibrer la force d'un soldat avec la compassion que ma mère m'a inculquée. Et bien que Vivien ait essayé de tout prendre, elle ne pouvait pas voler les valeurs que mes parents ont plantées dans le cœur d'Ethan et le mien. Debout dans le jardin du manoir où les roses de maman fleurissaient une fois, j'ai ressenti une paix que je pensais être perdue pour toujours. La lumière du soleil du matin a filtré à travers les pins, jetant des plaques chatoyantes sur la pelouse, tout comme elle l'a fait quand j'étais un garçon qui courait avec Ethan. La maison, avec ses murs en pierre grise et ses fenêtres imposantes, n'était plus un champ de bataille de douleur et de trahison. C'était de nouveau un symbole de l'amour de la famille, de l'héritage que mes parents ont construit avec leur cœur. Ethan se tenait à côté de moi, serrant le cahier de papa, ses pages jaunies remplies de ses mots sur maman. Les lettres d'amour écrites dans ses jours les plus solitaires. Derek, dit-il, sa voix stable mais profonde. Nous l'avons fait. Nous avons tenu notre promesse à maman et papa. Je me tournai vers lui, voyant ses yeux briller, plus ceux d'un garçon vulnérable, mais d'un jeune homme résili plein d'espoir. J'ai souri, plaçant une main sur son épaule. Oui, petit frère. Nous l'avons fait. La décision de transformer le manoir en centre communautaire n'a pas été facile. C'était plus qu'une maison. C'était notre enfance. Des souvenirs de soirs au coin du feu, des dîners de famille et des leçons de nos parents. Mais nous savions de le garder pour nous-mêmes. Mention dans un espace pour les enfants défavorisés où ils pourraient apprendre l'art, la littérature et les compétences pour construire leur avenir. Expérience pour organiser des programmes de leadership pour les adolescents. J'avais l'impression de poursuivre l'héritage de nos parents. Un après-midi, alors que le centre s'ouvrait, Ethan et moi nous sommes tenus sur le balcon du 2e étage, en regardant le jardin où les enfants jouaient, leur rire résonnant comme nos souvenirs d'enfance. Derek, dit Ethan, sa voix épaisse d'émotion. Je pense que maman et papa adoreraient cet endroit. J'ai hoché la tête, des larmes se jetant. Ils le feraient, Ethan. Ils seraient si fiers. Mais notre voyage ne s'est pas terminé par la récupération du manoir. C'était un voyage de guérison, non seulement entre Ethan et moi, mais avec nos souvenirs de papa. Au cours de ces derniers mois, j'étais en colère contre lui. En colère qu'il ait laissé Vivien infiltrer notre famille, qu'il ne se tenait pas pour nous. Mais en trouvant la confiance en lisant ses paroles pour Ethan et à moi. Perdre la manipulation de maman et Vivien. Room, j'ai regardé Ethan et j'ai dit, petit frère, je suis fier de toi. Souris, un sourire complet sans tristesse pour la première fois depuis des années. Je suis fier de toi aussi, Derek. Quant à Vivant et Holly, ils ont disparu de nos vies après le procès. J'ai entendu dire qu'ils ont déménagé dans une autre ville, vivant de la petite somme que papa a laissée Vivien dans la fiducie. Une partie de moi voulait se sentir justifiée, mais je ne pouvais pas. Maman m'a appris que la compassion est la force, pas la faiblesse. Je n'ai pas pardonné ce que Vivien et Holly ont fait, mais j'ai choisi de ne pas laisser la haine me contrôler. Leur vie construite sur des schémas et des mensonges était une punition suffisante. J'ai finalement appris à équilibrer la force et la compassion. Dans l'armée, j'ai été formé pour être dur pour faire face à des ennemis sans tressaillir. Mais ce voyage m'a appris que les vrais ennemis n'étaient pas Vivien ou Holly, mais le doute, la douleur et les fissures dans nos cœurs. J'ai combattu non seulement pour récupérer le manoir, mais pour préserver les valeurs que mes parents ont transmises. L'amour, la loyauté et la responsabilité.
Mon histoire ne s'arrête pas ici. La vie continue avec de nouveaux défis. Mais je n'ai plus peur. J'ai Ethan, les leçons de nos parents à Monroe House, un rappel que la famille, malgré toutes les pertes, est la chose la plus précieuse. L'amour et la loyauté surmontent chaque essai. Et un véritable héritage n'est pas dans la richesse, mais dans les valeurs passées de génération en génération. Moi, Derek Monroe, continuerai de vivre, de continuer à me battre et de continuer à aimer, tout comme mes parents m'ont appris.